Je suis super heureuse de vous accueillir ce matin de façon virtuelle pour notre toute première fabrique industrielle qui va porter sur l'approvisionnement québécois. Je vais me présenter, Alexandra Lauzon. Je suis chargée de projet pour le tout nouveau réseau industriel de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bien, le réseau industriel, on est là pour cibler, comprendre les enjeux des grandes industries. On est là pour suggérer des pistes de solutions, référer les entreprises aux bonnes ressources, mettre sur pied différents services comme la fabrique industrielle d'aujourd'hui pour favoriser l'échange des bonnes pratiques pour que vous puissiez partager vos bons coups. Mais on est surtout là pour mobiliser ce secteur. On veut ouvrir le dialogue. Donc, je profite aussi de ce moment pour souligner l'implication des partenaires du réseau, soit nos 3 députés provinciaux. On a Mme Lucie Lecourt, ministre déléguée à l'économie, députée de la circonscription des Plaines, M. Éric Girard, ministre des Finances, ministre de l'économie et de l'innovation et député de la circonscription de Groux. M. Mario Laframboise, président du caucus du gouvernement et député de la circonscription de Blainville, et la MRC Thérèse de Blainville. Merci d'ailleurs à Steve Mitchell qui est présent avec nous ce matin. Vous le savez, quand on parle d'industrie mobilisée, on parle entre autres de gestionnaires et d'entrepreneurs avec qui nous, on a la chance de collaborer sur le comité industriel à la Chambre. Et ce matin, c'est notre directrice de comité, Mme Sandra Drouin, vice-présidente directrice générale chez Fafinex, qui va animer la discussion. Juste avant de vous passer la parole, je vous rappelle que vous pouvez, pendant toute la rencontre, faire une intervention, écrire un commentaire, poser une question dans l'espace clavardage de la plateforme, juste un peu plus bas. Notre invité va pouvoir y répondre par la suite, mais on va avoir un temps d'échange à la fin de la présentation de M. Drouin. Donc, voilà, Sandra, la parole est à toi. Merci beaucoup, Alexandra. Bienvenue tout le monde. Ça fait plaisir de vous accueillir. Je commence en vous expliquant un petit peu c'est quoi la fabrique industrielle. Alexandra en a fait un petit bout, mais la fabrique industrielle, ça se trouve à être une plateforme d'échange entre les entreprises sur des bonnes pratiques ou sur des enjeux d'actualité. Ça fait plusieurs années déjà que le comité industriel le fait à l'intérieur du groupe, puis on trouvait ça intéressant de pouvoir le partager dans la région. Donc, au cours de l'année, on aura plusieurs fabriques industrielles sur des thématiques qui vont être différentes avec des intervenants différents. Puis, dans le fond, il va y avoir une période d'échange. Donc, un petit moment sur l'intervenant qui va nous expliquer un peu sa réalité sur la problématique, l'enjeu ou la réalité. Puis après ça, il va y avoir des échanges de bonnes pratiques. Nous, au niveau du comité industrie, c'est vraiment très profitable. On se partage, dans le fond, les bons coups et ça nous aide à mieux gérer nos entreprises. Donc, le comité industriel est vraiment heureux de pouvoir partager avec d'autres entreprises de la région. Et c'est avec grand plaisir que nous présentons ce matin notre première rencontre de fabrique industrielle avec un sujet qui nous tient tous à cœur. Donc, au nom de tous mes collègues du comité, dont M. Charon est là et M. Garzani également, je les salue. Je suis fière de vous présenter M. Yannick Bélanger, directeur régional Laurentide chez Investissement Québec. Merci, Sandra. Merci beaucoup, Mme Drouin et toute l'équipe de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville pour ce bel accueil. Mais salutations aussi à tous les participants réunis aujourd'hui autour d'un thème qui nous tient tous à cœur. Je souligne la présence ce matin de Mme Lydia Paré, directrice régionale principale Laurentide-Lanaudière, Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. Tout comme mes collègues, qu'ils soient directeurs de compte ou conseillers spécialisés, je suis heureux d'œuvrer dans la région des Laurentides et de côtoyer des entrepreneurs fiers et proactifs. Peut-être le savez-vous déjà, Investissement Québec a de nouveaux outils et une expertise diversifiée accessible aux entreprises qui ont des projets en croissance. On parle de solutions financières, mais aussi d'accompagnement stratégique et technologique, ainsi que d'appui à l'exportation. L'achat québécois, c'est une valeur stratégique qui s'ajoute quand c'est possible. Chez Investissement Québec, nous y croyons tellement que nous avons mandaté quelqu'un pour vous faire découvrir ces possibilités ou les identifier avec vos entreprises. Nous avons choisi pour ce défi quelqu'un qui est un entrepreneur lui-même, bien que ces temps-ci, je dirais plutôt qu'il est surtout un entremetteur. Sans plus tarder, laissez-moi vous présenter Stéphane Drouin, entrepreneur en résidence chez Investissement Québec et responsable de la stratégie d'achat québécois. Depuis le début de l'année, Stéphane a la mission de sensibiliser les entreprises à la valeur stratégique d'augmenter leurs achats faits au Québec. Pour les entreprises qui ont des usines à l'étranger, nous les supportons à rapatrier leurs activités manufacturières pour produire localement. Cette discussion a fait naître ou renaître plusieurs projets intéressants qu'il peut faire avancer en travaillant en étroite collaboration avec les équipes d'Investissement Québec.
Diplômé de l'Université Laval en administration, Stéphane a occupé de nombreux postes de gestion dans le domaine de l'innovation, du marketing et du développement des affaires. Son parcours professionnel l'a amené à conseiller de nombreux chefs d'entreprise en matière de planification stratégique, de développement de marché et de gestion des opérations. N'hésitez surtout pas à faire appel à ses services et aux nôtres. Nous sommes toujours heureux de répondre à vos questions et de travailler sur vos projets. À toi la parole, Stéphane. Merci Yannick, merci Alexandra et Sandra. Je vous félicite vraiment pour cette première rencontre, mais nous aussi, c'est une première au niveau d'Investissement Québec, notre première rencontre avec une chambre de commerce et je reconnais à travers cette audace-là de la Chambre de commerce et de la fabrique industrielle d'avoir osé nous inviter en premier. Alors merci, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous. Je sais qu'on est tous un peu, j'allais dire écœurés, mais tannés d'être en virtuel. Alors je vais essayer de rendre la prochaine la rencontre non seulement instructive, mais aussi divertissante. Je ne chanterai pas, ne vous inquiétez pas, vous ne voulez pas ça. Mais je vais essayer de ramener mon propos dans à peu près 20-25 minutes, qu'on puisse vraiment avoir le temps d'échanger. C'est l'objectif, c'est aussi de partager nos expériences, partager nos enjeux, nos défis. Parce qu'on le sait, la chaîne d'approvisionnement présentement, comme me disait un vice-président d'approvisionnement cette semaine, elle est devenue terriblement plus complexe et totalement imprévisible. Alors, je suppose qu'à travers les gens qui sont dans la salle, dans le groupe aujourd'hui, il y a des gens qui vivent ces défis-là d'approvisionnement, principalement là, dans les pays étrangers, en Asie, où est-ce que c'est très compliqué présentement. Et ce qu'on prévoit, c'est que ça va rester compliqué pour un bout de temps. Donc, aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous parler justement comment l'approvisionnement au Québec n'est pas juste une question de c'est cute. Hein, on achète au Québec, c'est le fun, c'est tendance, c'est à mode, on achète québécois. Non, c'est vraiment stratégiquement devenu quelque chose pour sécuriser les entreprises dans leur développement à court terme, mais aussi à long terme. Donc, j'ai une petite présentation assez rapide. Et comme disait Alexandra, ben, on va avoir une belle plateforme d'échange. Oui, vous pouvez mettre vos questions dans le chat. Si on a le temps d'y répondre, on va y répondre. Mais j'aime ça vous entendre aussi. C'est le fun de jaser. Ça fait que c'est vraiment l'objectif de la plateforme, c'est de jaser aujourd'hui et d'avoir au moins une bonne demi-heure pour échanger. Souvent, le problème d'un et le problème de l'autre aussi. Ça fait que je vais essayer de voir comment je peux vous aider. Et à la fin, vous avez mes coordonnées, comme disait Yannick. Ben, gênez-vous pas de me contacter. Avant de commencer, juste mettre mon titre en perspective, entrepreneur en résidence. Quelqu'un me demandait la semaine passée, c'est quoi ça, un entrepreneur en résidence? Ben, dans le fond, il y a deux mots, il y a entrepreneur puis il y a résidence. Fait que comme Yannick l'a bien expliqué, je fais 25 ans que je suis en affaires. J'étais entrepreneur dans différents secteurs, investisseur dans différentes entreprises. Et si j'enlevais ma chemise, vous verriez mes cicatrices d'entrepreneur parce que j'en ai quand même pas mal. Donc, c'est tout ce bagage-là d'entrepreneur que j'amène, la compréhension des entreprises, des enjeux, les défis. Et j'ai saisi cette opportunité-là chez Investissement Québec parce qu'on m'a proposé un mandat vraiment d'impact économique important et de me joindre à l'équipe. Et ça, c'est la portion en résidence parce que je suis totalement intégré à l'équipe d'Investissement Québec. Et une équipe extraordinaire à tous les niveaux. Ça fait que c'est vraiment un plaisir pour moi de pouvoir l'idée, piloter ce mandat d'impact. Alors, je vous mets la présentation à l'écran, puis prenez-vous des questions en note. On va retomber rapidement dans les questions. Je vais mettre ça ici. Et voilà. Donc, je vais juste enlever les photos d'écran. Donc, l'approvisionnement québécois stratégique et payant, bien oui, la chaîne d'approvisionnement est de plus en plus complexe. Donc, aujourd'hui, on va réfléchir un petit peu à ça. Pourquoi ça peut être non seulement stratégique, mais aussi payant d'acheter au Québec. Je sais, excusez, je vais me mettre en mode diapo. Et voilà. Bon, dans le fond, il y a deux éléments qu'il faut regarder. Comment on peut s'approvisionner davantage auprès de fournisseurs québécois, que ce soit en termes de produits, en termes de services, en termes de technologie. Il y a des très belles choses qui se font au Québec. Il y a un savoir-faire incroyable dans plusieurs secteurs. Il y a une qualité qui est reconnue au Québec aussi. Il y a un engagement de service aussi de partenariat entre fournisseurs, ça fait partie de nos principes. Et que ça soit, quand je dis achat québécois, hein, ça commence aussi par le plus petit noyau qui est votre parc industriel. Après ça, la chambre de commerce, le réseau industriel de la chambre. Après ça, on élargit. Puis l'idée, c'est de maximiser vraiment notre approvisionnement auprès des fournisseurs québécois. Il y a aussi, comme mentionnait Yannick, l'opportunité pour certaines entreprises qui ont pu délocaliser certaines usines vers l'étranger, de commencer à revoir pour ramener ces usines-là vers le Québec. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu pourquoi et comment on peut faire ça. Notre plan d'action d'Investissement Québec s'intègre à la stratégie gouvernementale. Le gouvernement va lancer dans les prochains, probablement, prévoyé pour le mois de juin, ça probablement plus pour l'automne, mais vraiment une grande stratégie
gouvernementale sur l'achat québécois, qui va couvrir 3 volets. Bien entendu, le B2B, les entreprises, donc entreprises, tout le volet consommateur, le B2C, mais aussi le volet B2G, le business avec le gouvernement, l'accès au marché public. Donc, Investissement Québec a le mandat de gérer la portion B2B. Donc, c'est nous qui avons le mandat d'être sur le terrain, de travailler avec les entreprises et d'aider les entreprises à ramener davantage de production vers les entreprises québécoises et à aider aussi au maillage des entreprises parce que souvent, la recherche de fournisseurs est aussi un enjeu. Donc, à travers notre réseau, à travers nos outils, je vais vous montrer comment on peut vous aider à ce niveau-là. Bien entendu, le volet consommateur que vous connaissez, il y a le panier bleu qui est encore actif, il y a des prochains développements qui s'en viennent, mais il y a aussi tout un projet d'identification des produits québécois qui est sur le radar, là, qui va s'en venir bientôt. L'accès au marché public, ce n'est pas un dossier qu'on gère directement, mais on est aussi très impliqué parce que tout ça, on le fait avec l'équipe du MEI, donc le ministère d'Économie et d'Innovation avec qui on travaille. Donc, des fois, sur certains dossiers d'accès au marché public, on peut aider les entreprises au niveau là, par nos collègues du MEI à faciliter des fois l'accès au niveau de certains ministères ou à gérer certains enjeux. C'est toute une bébête en bon français. C'est assez complexe, mais on travaille fort pour réussir à faire bouger les choses. Et le gouvernement québécois, dans sa stratégie, va avoir aussi là, une facilité ou un meilleur accès au marché public aux entreprises québécoises, tout en respectant, bien entendu, les accords internationaux auxquels on est régi. Donc, il y a une certaine marge de manœuvre là-dedans là, que le gouvernement va essayer de prendre davantage dans les prochains mois pour faciliter l'accès aux entreprises. Dans le fond, on a ciblé des secteurs prioritaires dans notre initiative. Donc, tout ce qui touche le manufacturier, bien entendu, nos PME manufacturières du Québec, nos belles moyennes entreprises, nos belles petites entreprises, nos grandes entreprises aussi manufacturières au Québec. Donc, tous les secteurs manufacturiers, on va vraiment travailler fort avec vous, que ce soit dans la sous-traitance, que ce soit dans l'agroalimentaire, le textile à valeur ajoutée, les équipements de protection, nommez-les, l'aluminium, tous les secteurs de manufacturiers clés au Québec, on veut s'impliquer avec vous. Tout ce qui touche les sciences de la vie, c'est important pour le gouvernement dans sa stratégie d'augmenter l'autonomie et la résilience du Québec. Donc, les équipements médicaux, les pharmaceutiques, les équipements de protection individuelle, les masques, les blouses médicales, etc. Le gouvernement veut vraiment travailler une stratégie dans laquelle nous, on va être impliqués pour s'assurer que s'il y a une prochaine crise, une prochaine pandémie, on soit beaucoup plus autonome et on ne soit pas dépendant là, de pays étrangers pour s'approvisionner. Bien entendu, en regardant aussi vers l'avant, tout ce qui est les nouvelles technologies, l'innovation, technologie, on veut être là-dedans. On veut travailler avec vous pour vous aider à s'approvisionner davantage. Les technologies propres, donc tout ce qui est l'économie verte, on est très impliqué là-dedans, Investissement Québec, et dans notre plan d'action d'achat québécois aussi. Le transport électrique, tous les types de transport électrique, on va être très impliqués aussi à ce niveau-là. Et bien entendu, un secteur clé pour le Québec, qui est l'aérospatial, qui est en train tranquillement pas vite d'être relancé. Donc, on veut s'assurer que la reprise du secteur soit profitable pour les achats québécois. Donc, tout ça dans le but vraiment d'amener une relance économique qui est non seulement forte à court terme, mais on sait que si on ramène la chaîne d'approvisionnement vers le Québec, une chaîne d'approvisionnement, c'est assez durable dans le temps, donc les gens ne veulent pas trop bouger si la chaîne va bien. Alors, l'objectif, c'est aussi d'avoir un impact économique fort pour le moyen et long terme. Donc, on a parlé de la chaîne d'approvisionnement, je vous disais, très complexe, très imprévisible. Il y avait déjà des mouvements avant la COVID, comme dans plusieurs choses. Hein, il y avait des vulnérabilités apparentes ou non avant la COVID, mais que la crise de la pandémie a vraiment accéléré et mis davantage en valeur. Et toute la notion de la chaîne d'approvisionnement mondiale, où est-ce qu'on avait délocalisé énormément d'approvisionnement vers les pays de l'Asie, vers le Mexique, certains pays ailleurs dans le monde aussi, mais on a vu présentement, on a senti les conséquences l'an passé, mais là, on en sent vraiment le contre-coup. Et c'est très difficile pour plusieurs entreprises. Je suis convaincu que certains d'entre vous se creusent la tête là, présentement pour des containers qui ne sont pas livrés, des containers qui sont sur le quai. J'ai une entreprise cette semaine qui me disait on a un bateau qui était parti à temps, on était content, la chaîne de production est alignée en fonction de ça. Le bateau arrive à Vancouver, COVID sur le bateau, quarantaine de 2 semaines, le container est retardé d'encore 2 semaines. Donc, il y a beaucoup d'imprévisibilité. On le sait, la chaîne de containers est complètement débalancée. Le coût des containers a augmenté de façon significative. Le coût de transport maritime a augmenté aussi. D'ailleurs, j'ai lu une étude pas longtemps de l'Office mondial du transport maritime qui non seulement parlait des augmentations de coûts reliées à la COVID, mais parlait aussi de leur volonté de réduire les gaz à effet de serre de 50 d'ici les 10 prochaines années, qui aurait un impact significatif sur le coût de transport maritime dans les prochaines années en plus. Donc, ce n'est pas des choses qui sont juste ponctuelles. Il va y avoir des répercussions à long terme.
Il y a une étude intéressante qui est sortie de McKinsey au mois de décembre, une grande firme de consultation que vous connaissez probablement. Cette étude-là démontre qu'il va avoir à tous les 3 à 4 années, donc les autres disent 3,7 ans, moi je dis les 3 à 4 années, une perturbation majeure des chaînes d'approvisionnement mondiales. Donc, perturbation majeure, on parle d'une perturbation vraiment de 1 mois et plus, qui va couvrir l'ensemble des chaînes d'approvisionnement à travers le monde. Ça peut être une pandémie, ça peut être une catastrophe météorologique, ça peut être une crise politique, ça peut être une crise de guerre tarifaire. Donc, il y a vraiment un cycle qui est en train de s'installer. Donc, au niveau des entreprises, c'est pas ponctuel, on va revoir ça. Donc, c'est important de le considérer dans les gestes qu'on va poser au niveau de nos stratégies d'approvisionnement. Par rapport à la crise de la COVID, c'est intéressant, l'organisme Chaîne d'approvisionnement Canada a sorti une étude à la fin de l'année passée. Il y avait 70% des chaînes d'approvisionnement qui ont été affectées par la crise de la COVID-19. Mais le pire, c'est qu'il y a seulement 2% des entreprises qui avaient un plan de gestion de risque. Et c'est pour ça qu'on a eu et on a encore beaucoup cette problématique-là, vraiment en bon français, dans la face présentement, parce qu'on n'était pas prêt. Alors, le travail comme gestionnaire, comme propriétaire d'entreprise, comme gestionnaire de l'approvisionnement, c'est vraiment de regarder comment on sécurise l'entreprise à court terme, mais aussi à moyen terme et à long terme, en revoyant la chaîne d'approvisionnement et en regardant les zones de risque qu'on peut avoir sur certains, faire des tests de risque sur certains de nos intrants qui sont peut-être plus stratégiques et plus difficiles et qu'on peut ramener au Québec. Parce qu'au Québec, on a vraiment de l'expertise dans plusieurs secteurs et c'est de revoir comment on peut ramener ça. J'en entends déjà dire « Ouais, mais au Québec, ça coûte plus cher ». On va mettre ça en perspective. Il y a 2 choses. Premièrement, l'approvisionnement québécois commence à être plus attrayant que les importations à certains niveaux. Là, on voit, comme je disais tantôt, il y a une augmentation des coûts d'importation. La main-d'œuvre en Asie augmente de façon fulgurante depuis quelques années. Le transport maritime, on en parlait, les coûts de logistique, les tarifs douaniers qui sont toujours un peu vulnérables par rapport aux différents enjeux politiques avec l'Asie. Donc, il y a une augmentation des coûts d'importation présentement qu'on voyait venir et qu'on voit s'accélérer dans les prochaines années. Il y a un organisme aux États-Unis qui fait depuis 10 ans le travail que je fais chez Investissement Québec depuis 4 mois. S'appelle le Reshoring Initiative. C'est un organisme qui a vraiment comme mission de ramener de la production vers les États-Unis. Et cet organisme-là a démontré qu'il y a 20% et plus des coûts des produits importés qui sont souvent ignorés. Donc, on fait le calcul, on prend les coûts de base, le coût de produit, tous les frais de logistique, transport, assurance, les incoterms, etc. Ça nous donne notre coût d'importation. Mais il y a à peu près une 15 à 20 paramètres qui ne sont pas considérés dans le coût de produit, qui peuvent l'être et qui font probablement une bonne différence. Et d'ailleurs, je vais vous parler tantôt d'un outil que le Reshoring Initiative a mis en place il y a plusieurs années, qui a été vraiment, excusez-moi mon anglicisme, mais un game changer, un élément de changement par rapport à la façon dont les entreprises ont vu leurs produits importés et le coût des produits importés. Et si on est capable de regarder le coût complet, on peut peut-être s'apercevoir que l'écart qu'on percevait à 20-25% de différence de coût, finalement, devient peut-être 7, 8, 5, 7, 6%. Je l'ai fait un exercice dernièrement. Et Investissement Québec vient d'investir beaucoup d'argent pour développer une version québécoise de cet outil-là qui va être disponible au début de juillet. Donc, cet outil-là va être disponible gratuitement. C'est un outil très simple à utiliser sur un Excel hyper dynamique qui vous permet de calculer le coût d'un produit importé en considérant plus de 25 paramètres. Donc, c'est un élément intéressant. Et lorsqu'on tombe avec une différence d'écart de prix qui est en bas de 10%, et là, il y a l'élément de valeur. Parce qu'on parle toujours du coût, mais on peut parler de la valeur. Puis, je parlais avec quelqu'un la semaine passée qui me disait « Ouais, mais c'est ça, moi, j'achète des fraises chez Costco, j'achète des fraises l'hiver, puis chez Metro, puis j'achète des fraises de Californie, puis il y a des fraises du Québec qui sont bêtes trop chères, puis les fraises de Californie, oui, mais là, il commence à avoir des fraises d'hiver du Québec, il y a des producteurs de serre. Et je lui donnais l'exemple, je lui dis, entre une fraise de la Californie ou du Mexique, que tu croques dedans, elle est blanche à l'intérieur, il n'y a aucun jus, il n'y a aucun sucre, et ça goûte à peu près rien, ou une fraise du Québec qui est peut-être 50 cents de plus le panier, mais qui est totalement rouge, qui a été cultivée en serre de façon très contrôlée au niveau de sa production. La qualité est impeccable, le goût est impeccable, le jus est bon, elle est rouge bord en bord. Peut-être que je suis prêt à payer un petit peu plus pour la valeur de qualité de la fraise. Et c'est un peu la même chose par rapport à l'achat québécois au niveau de vos entreprises. C'est que oui, il y a peut-être un écart de coût, mais si l'écart est assez réduit, il vaut peut-être tous les avantages de la proximité d'acheter québécois. Et tantôt, ce qu'on va regarder un petit peu, le pourquoi acheter québécois devient important. L'autre élément aussi, c'est qu'il y a vraiment un mouvement populaire en faveur de l'achat local et les entreprises vont rechercher des entreprises qui vont avoir des politiques de développement durable, qui vont faire un geste vers l'achat local
parce que ça va démontrer des bonnes valeurs d'entreprise. Et je vous dirais, on parle beaucoup des enjeux de main-d'œuvre ces temps-ci. Je lisais un article la semaine passée, justement, sur comment le développement durable et l'achat local est un facteur d'attraction et de rétention de main-d'œuvre pour une entreprise. Parce qu'il y a des employés, surtout les plus jeunes, les 18-25, les 18-30, valorisent beaucoup l'achat local et valorisent le développement durable. Donc, c'est deux affaires qui sont très intéressantes à mettre ensemble. Donc, profiter de la valeur stratégique de l'achat québécois. Pourquoi? Bien entendu, il y a différents facteurs. Développer notre autonomie et la résilience de notre chaîne d'approvisionnement. On le voit, la chaîne s'est allongée. Et là, il y a beaucoup de risques à travers toute la chaîne. Donc, si on est capable de raccourcir notre chaîne d'approvisionnement, il y a vraiment, on diminue notre risque, on augmente notre autonomie, on augmente notre résilience et notre capacité de survivre de base sur un système. Et ce que je vous dirais, excusez-moi, je vais oublier d'enlever la sonnerie de mon téléphone. Ce que je vous dirais, par exemple, j'ai regardé, il y a beaucoup d'entreprises à travers le monde, dont certaines entreprises québécoises, qui ont commencé à adopter une stratégie de redondance. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter 100% en Asie, il y a une différence de coût qui peut être des fois plus importante au niveau de certaines catégories de produits, mais ils se disent, regarde, je vais me trouver un fournisseur au Québec. Il est peut-être 15-20% plus cher, mais je vais lui donner 25-30% de ma production de mes achats. Pourquoi? Parce que, je vais lui assurer un volume, il va être capable d'investir dans son entreprise, augmenter sa productivité, augmenter sa compétitivité, et de ça, je vais m'assurer d'avoir un fournisseur en tout temps disponible au Québec. C'est pas juste faire 9 à 1 quand je suis mal pris. Là. Je lui consolide une partie de ma production. Mon prix moyen va rester quand même intéressant parce que j'ai une partie que je vais garder en Asie. Et si jamais il arrive quelque chose au niveau de la chaîne d'approvisionnement, j'ai vraiment un backup. J'ai quelqu'un sur qui je peux augmenter le volume une fois de temps en temps quand j'ai besoin, mais j'ai déjà donné un volume de base et je peux travailler en partenariat pour le développement à long terme de ce fournisseur-là qui va peut-être un jour devenir aussi compétitif que l'Asie. Donc, une stratégie de redondance, c'est une belle stratégie de résilience en approvisionnement. Il y a plusieurs avantages stratégiques à la proximité et qui donnent beaucoup d'agilité opérationnelle. On pense à toute la capacité d'avoir un fournisseur qui est prêt à 200 km versus à 2000 km. Bien entendu, toute la capacité de parler à des gens qui parlent notre langue, qui sont sur le même fuseau horaire, que je peux aller voir son usine, je peux aller voir sa shop, je peux aller faire des contrôles de qualité. Lui, il peut venir chez nous, il peut voir comment il peut travailler étroitement avec moi pour que quand il me livre le produit, que la livraison soit plus agile par rapport à mon procédé de fabrication. On peut travailler en partenariat. On peut regarder aussi tous les enjeux. Des fois, je le sais qu'avec l'Asie, il y a beaucoup d'enjeux de conformité de produits présentement. Donc, la gestion des produits non conformes devient problématique. J'ai quelqu'un cette semaine qui me parlait de 20-25% d'un container qu'il venait de recevoir qui n'était pas conforme. Donc, tu es mal pris, tu en as besoin de ta production. Bien, la proximité permet aussi de se revirer de bord. Je suis mal pris à un moment donné, j'appelle, on travaille ensemble. Donc, toute cette proximité-là a beaucoup d'avantages au niveau opérationnel et ça vaut de l'argent. Bien entendu, il y a plusieurs bénéfices financiers. On le sait, lorsque les containers, les commandes à l'étranger sont souvent payées au FOB part du pays de livraison. Donc, c'est de l'argent qu'on a commis d'avance, qu'on a engagé. Donc, c'est du cash flow qu'on a de moins pour nous autres. Souvent, on est obligé de bâtir aussi des plus gros inventaires parce qu'on commande beaucoup de containers. Donc, les inventaires sont pas... c'est de l'argent qu'on a mobilisé de l'entreprise par rapport à des inventaires que peut-être avec un fournisseur de proximité, on n'a pas besoin d'avoir. On peut rouler de l'inventaire beaucoup plus facilement. L'autre élément aussi, bien entendu, mais je ne suis pas obligé de me commettre à des fois faire venir des choses en avion qui coûtent vraiment cher, qui sont vraiment dispendieuses. Aussi, tous les bénéfices donc termes de paiement, les frais de livraison qu'on peut gérer. L'empreinte environnementale, bien entendu, on pense au transport avec l'Asie. Premier élément, bien entendu, je pense à l'Asie, je pense au Mexique. C'est bien évident que le coût de transport, l'empreinte environnementale est beaucoup plus grande que si je fais venir quelque chose d'un fournisseur qui est à quelques kilomètres de chez nous. Par contre, aussi, notre empreinte environnementale, c'est l'élément d'énergie verte. On est très fiers au Québec de notre énergie verte. On est très fiers de notre hydroélectricité, donc qui est vraiment très bonne pour l'environnement, mais quand on regarde par rapport à d'autres pays dans le monde, bien entendu, les productions d'énergie est souvent pas une énergie à base de fossiles, donc l'empreinte environnementale n'est pas très bonne. Je vous le dis, les entreprises regardent de plus en plus le développement durable, donc avec qui je travaille, puis est-ce qu'ils ont des politiques, etc. L'autre élément, bien entendu, c'est l'impact sur l'essor économique de votre région, de votre quartier, de votre parc industriel, de la région, de toute l'économie du Québec. Vous savez, si on ramène de la production dans l'économie québécoise,
Bien entendu, on va faire grandir nos petites entreprises, on va les rendre plus productives, ils vont devenir des moyennes entreprises. Nos moyennes vont devenir des plus grandes encore. On va contribuer à améliorer la productivité, la compétitivité, et on va être capable de donner des meilleurs salaires, on va être capable de faciliter l'embauche, et on va faire de ces entreprises-là aussi des meilleurs exportateurs. Alors ça, c'est vraiment important pour nous de regarder ça puis de voir cet impact-là. Je vais rapidement sur l'impact social parce que j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec un vice-président approvisionnement que je connaissais très bien. Je me suis permis d'aller sur quelque chose de plus sensible. Mais dans la discussion, il me parle qu'il achète au Bangladesh des produits. Puis je pose la question comme ça. Je dis, écoute, toi, tu achètes au Bangladesh. Je dis, c'est bon, parfait, tu as des meilleurs prix. Mais je dis, toi, là, j'ai dit, chez vous, j'ai dit, vous payez de la CNSST? J'imagine. Ah oui, on en paye beaucoup de la CNSST, ça coûte cher, on a une grosse usine, tout ça. C'est vraiment des coûts faramineux de CNSST. Je dis, bon, puis je dis, vous avez-vous des programmes d'assurance collective à vos employés? Je dis, oui, on a ça. Je dis, est-ce que l'entreprise en paye une partie? Oui, on en paye 60 du programme d'assurance aux employés. Ça doit coûter de l'argent, ça? Je dis, oui, bien, c'est certain, ça coûte cher. Mais ça, j'imagine, vous le reflétez dans le prix du produit que vous vendez. Ben, ouais, sûrement. Les coûts généraux se reflètent dans les prix de produits. Parfait. Mais ton fournisseur local québécois, lui aussi, il paye la CNSST, il paye des assurances groupes. Il offre une qualité de travail, d'environnement de travail, de sécurité au travail, de tout cadre de travail sécuritaire avec des conditions sociales importantes. Au Bangladesh, là, tu te blesses sur le travail, tu t'en vas chez vous, tu reviendras quand tu es correct. Une femme tombe enceinte, elle est retirée, elle s'en va chez elle, sinon elle travaille jusqu'à temps qu'elle couche sur la chaîne de montage. Fait qu'en contribuant à l'économie québécoise aussi, on s'assure de contribuer à des fournisseurs qui offrent de la qualité de vie, de la qualité de travail, des environnements sécuritaires et des conditions sociales importantes à des employés. Je pense qu'aussi, il y a un coût économique à ça. Faut aussi regarder comment on peut le respecter. Donc, comment on peut profiter de la valeur stratégique de l'achat québécois? Bien entendu, développer un réseau de fournisseurs de proximité. Revoir ce qui est disponible ici. Au début, j'avais mis voir, puis maintenant, je mets revoir parce que ça a changé au Québec. Le Québec est en pleine effervescence au niveau industriel. Je le vois juste par la qualité des entreprises qui sont là ce matin, puis de tout le réseau de la Chambre de commerce à Sainte-Thérèse de Blainville. C'est incroyable. Donc, on en parlait avant la rencontre. Puis, donc, il y a des nouvelles entreprises, il y a des nouveaux produits, il y a des nouvelles technologies, il y a plein de choses qui émergent. Puis souvent, dans la chaîne d'approvisionnement, hein, on est tellement occupé qu'on regarde, on est habitué de travailler avec 2-3 fournisseurs, on connaît le scope de ce qu'ils ont à nous offrir. Mais c'est important de prendre le temps de revoir ce qui est disponible ici. Parce qu'il y a beaucoup de produits, beaucoup de capacités de production, il y a un savoir-faire incroyable au Québec. Donc, je vous invite à prendre le temps de le revoir. On a parlé tantôt de la possibilité pour ceux que ça concerne de ramener une unité de production au Québec. Donc, ça, c'est important. Puis de voir aussi au-delà ce qui est disponible. Et ça, je vous invite à réfléchir aussi à ça parce que j'ai eu beaucoup de discussions avec de nombreuses entreprises dans les dernières semaines. Puis, il y en a un qui me dit, ouais, écoute, moi, j'ai tout regardé, j'ai maximisé mes achats québécois, tous les fournisseurs qui peuvent me fournir quelque chose, je vais l'acheter. Et là, j'ai posé une question, je dis, ouais, OK, mais y a-tu un intrant que tu achètes à l'étranger, puis tu as peut-être un fournisseur du Québec tu n'as pas de fournisseur au Québec qui le font, mais peut-être un fournisseur au Québec qui pourrait investir dans des nouveaux équipements parce que c'est un type de produit qui est capable de développer, puis qui serait intéressant à investir parce que tu vas lui amener tes ventes chez lui, puis lui, ça va le faire développer une nouvelle gamme de produits. Donc, tu serais peut-être ouvert à ça et ça a pris 3 secondes. Hey, sais-tu quoi, j'achète tel produit aux États-Unis. J'ai un fournisseur, justement, qui est dans votre région, en plus, ça tombe bien, qui est dans votre région. J'ai un fournisseur dans la région de Blainville. Il pourrait probablement me fournir. Il faudrait faire un appel avec, voir s'il serait intéressé d'acheter l'équipement. Puis après ça, on regardera si oui, mais Investissement Québec pourrait l'aider. Alors, ce projet-là, présentement, est en cours. Le fournisseur est en train d'acheter l'équipement. Il va être prêt à livrer cet automne. Une super bonne entente entre les deux entreprises. Mais au-delà de ça, il va pouvoir servir d'autres clients, non seulement au Québec avec ce produit-là, qui n'était pas disponible ici, mais en plus, il va exporter vers les États-Unis parce qu'il y a une grosse demande dans le Nord-Est pour ce produit-là qui est mal desservi. Donc, économiquement, pour l'entreprise et aussi pour l'impact sur la balance commerciale du Québec, hein, les importations moins les exportations, bien, on a contribué à 2 façons. On a diminué nos importations pour augmenter les exportations. Donc, de voir au-delà de ce qui est disponible, de travailler en co-développement avec vos fournisseurs, c'est-à-dire augmenter leur capacité, lancer des nouveaux produits, innover, accroître la productivité. Je le sais, j'entends parler des coûts, je le sais, les coûts, c'est important, mais justement, au Québec, on a un retard de productivité. 20 seulement des entreprises au Québec sont automatisées à 50 et plus. Aux États-Unis, c'est 50 des entreprises qui sont automatisées à 50 et plus. En Europe, c'est 80 .
Donc, le problème de pénurie de main-d'œuvre, parce que c'est l'éléphant dans la pièce, oui, il y a un enjeu, oui, il y a un gros défi, je l'entends tous les jours quand je parle des entreprises, mais il passe par plusieurs solutions, dont l'automatisation, l'augmentation de la productivité des entreprises. On a un retard d'à peu près 15 à 20 de productivité dans nos entreprises, qui fait que justement, avec les mêmes choses, on pourrait produire 15 à 20 davantage. Donc, il y a de l'opportunité au Québec et de ramener de la production. Je suis convaincu de ça, puis il y a des entreprises qui attendent juste ça. Donc, Investissement Québec est là pour vous soutenir. Donc, on est là pour vous aider à faire le point sur la situation, de regarder votre chaîne d'approvisionnement avec vous, de regarder comment on peut identifier les enjeux, les défis, retrouver des solutions sur les gros défis de chaîne d'approvisionnement. Il y a le calculateur de coûts d'importation que je vous parlais qui va être disponible dès le début juillet. On va avoir un microsite Internet qui va comprendre 3 volets. Je vais vous en parler d'un autre volet après. Mais donc, le calcul des coûts d'importation, je vous le dis, c'est un fichier Excel extraordinaire, ultra dynamique, connecté sur des tables sur Internet, des tables de douane, des tables de devises, des tables de transport, des tables d'assurance, donc qui sont mis à jour à tous les jours. Donc, vraiment, on est capable d'avoir quelque chose qui donne un bon élément de calcul du coût d'importation et qui vous permet de faire une comparaison beaucoup plus juste et équitable avec le coût de l'achat local et là, de prendre une décision peut-être plus juste par rapport et plus stratégique par rapport à l'achat québécois. Bien entendu, on peut vous donner de l'information sur les fournisseurs de produits, les services, les technologies qui sont disponibles au Québec. Donc, vous aussi, vous pouvez regarder par rapport à ça, mais on peut vous aider là-dessus avec toute notre équipe là, de conseillers en développement économique à travers le Québec. L'autre élément, ben, la recherche de fournisseurs, on le disait, c'est pas toujours simple. Il y a une belle plateforme qui s'appelle icric.com. Je ne sais pas si vous le savez, mais Investissement Québec a intégré en 2020, entre autres, bon, Investissement Québec, Export Québec, qui est devenu Investissement Québec International, mais a intégré aussi le CRIC, donc qui est devenu Investissement Québec CRIC. Et à l'intérieur du CRIC, donc, qui est là pour vous aider au niveau technique, il y a aussi tout le icric.com, qui est une base de données industrielle du Québec, qui date depuis, je pense, c'est 25 ans, je ne me trompe pas. Puis Annie, tu me corrigeras si je me trompe. Mais donc, le icric.com qui comprend près de 30 000 entreprises à l'intérieur. Il y a à peu près une dizaine de mille entreprises manufacturières qui sont basées au Québec, à peu près une dizaine de mille distributeurs, puis presque autant d'entreprises de services. Donc, le icric.com, super beau répertoire que nous, on va communiquer, on va mettre en valeur, on va le rendre plus accessible, plus visible, pour que les entreprises qui recherchent des fournisseurs québécois aillent sur le icric. Vous pouvez faire de la recherche par catégorie de produits, par région. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez même faire des demandes de soumission à des fournisseurs directement par l'outil. Donc, si vous voulez faire un premier jet de soumission, allez voir à travers des fournisseurs, ça vous permet de le faire. Et si vous n'êtes pas inscrit sur le icric.com comme fournisseur, allez-y, ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est vraiment un outil qui est facile à utiliser. Donc, allez vous inscrire parce que nous, on va le promouvoir. Donc, si vous voulez être sur le radar des gens qui cherchent des fournisseurs, belle opportunité d'aller vous mettre en valeur. Nous allons aussi mettre donc ça va être sur notre microsite. Vous pouvez y aller déjà sur l'écrit.com, mais nous, on va le rajouter sur notre microsite d'achat québécois. L'autre élément, c'est le répertoire des associations sectorielles. Il y a plusieurs associations sectorielles clés, le CETAC dans l'agroalimentaire, le STIC au niveau de la sous-traitance, le réseau des entreprises en automatisation, Alu-Québec, Propulsion Québec dans le transport électrique. On aurait un répertorié de 10-12 associations sectorielles clés qui peuvent être importantes dans tout ce qui touche l'achat québécois présentement. Donc, par notre microsite, vous allez avoir directement accès au répertoire de ces associations-là. Souvent, on n'y pense pas, mais la plupart des entreprises dans les secteurs qu'on recherche sont là-dedans. Donc, ça va être un outil facile aussi pour vous aider au niveau de la répertoire, au niveau de recherche de fournisseurs. L'autre élément, c'est le maillage entre acheteurs et vendeurs. Bien entendu, Investissement Québec, c'est une gang extraordinaire à travers 24 bureaux à travers le Québec. Donc, on a au-delà de 20 000 clients. Donc, certainement qu'il y a du maillage potentiel à faire et qu'il y a un de vos fournisseurs potentiels qui peut se retrouver parmi les clients d'Investissement Québec. Alors, nos équipes de développement économique vont travailler pour vous aider à faire ce maillage-là. Et moi-même, d'ailleurs, j'en fais déjà régulièrement. Donc, ça va nous faire plaisir de vous aider là-dessus. Et on va essayer d'être vos yeux puis vos oreilles sur le terrain, bien entendu, si on voit des belles opportunités. Ça fait que vous connaître, ça nous permet de vous aider davantage, connaître vos enjeux, ça nous permet de vous aider. Alors, je vous invite, vous allez avoir mes coordonnées. Vous avez les coordonnées de Yannick aussi dans la région. Gênez-vous pas de nous contacter. On est là, nos équipes sont là pour vous aider. Moi, je suis là pour vous accompagner. Et je n'avais pas prévu la crise de la chaîne d'approvisionnement. Mon agenda se remplit vite. Mais inquiétez-vous pas, on va mettre les ressources nécessaires pour vous aider à résoudre ces enjeux-là rapidement.
L'autre élément, bien entendu, Investissement Québec, Yannick en parlait au début, c'est des solutions de financement. Et je me permets de vous dire quelque chose d'important. Le gouvernement québécois, le plan d'action d'achat, la stratégie d'achat québécois du gouvernement du Québec amène beaucoup, beaucoup de motivation et d'ouverture à travailler, à aider financièrement les entreprises québécoises qui ramènent de la production chez des fournisseurs québécois, qui ramènent des usines vers le Québec. Donc, on est vraiment dans un contexte où le gouvernement veut aider les entreprises à ramener la production au Québec. Donc, il y a beaucoup d'avantages financiers à le faire. On peut travailler avec vous, on peut travailler avec vos fournisseurs. Donc, on va aider vraiment. Si un fournisseur a besoin de productivité, d'innovation, on va travailler avec lui. Donc, ça devient toute une espèce de chaîne de développement qu'on peut faire ensemble. Puis je vous dis, le gouvernement du Québec veut s'impliquer financièrement dans les projets. L'accompagnement stratégique qu'on peut faire, moi, je suis là, les conseillers en développement économique sont là aussi de nos équipes pour travailler avec vous, sur tout vous soutenir. Investissement Québec-CRIC, donc dans tous les projets d'innovation, de productivité, d'innovation, chez vous, chez vos fournisseurs, on peut travailler ensemble. L'initiative Productivité Innovation, qui est une grosse initiative d'Investissement Québec, qui comprend le financement et l'accompagnement technique. On a lancé aussi cette année une initiative Compétivaire, qui amène du financement chez toutes les initiatives en économie verte. Donc, économie verte, mais aussi reliée à la productivité et à la compétitivité. Donc, on vous invite à en parler à nos équipes si vous avez des enjeux. Bien entendu, évaluation et financement d'un projet qui ramène une unité de production au Québec. On peut vous aider là-dessus. On a 6-7 gros projets en bon français qu'on appelle de reshoring, de ramener des usines relocalisées vers le Québec. Donc, on est capable de vous aider sur l'évaluation économique de ces projets-là, l'évaluation technique aussi. Donc, en bout de ligne, ben, ce que je vous dis, c'est nous, ce qu'on se dit dans ce projet-là, c'est une phrase qui nous est sortie dès le début. Si chaque entreprise achète davantage au Québec, chaque entreprise va vendre plus au Québec. Et bien entendu, la chaîne, elle va partir comme ça. Parce que si vous m'appelez, vous dites comment je peux vendre plus au Québec, bien, la première réponse que je vais vous donner, je vais vous dire acheter plus au Québec. Parce que si vous, comme entreprise, vous achetez plus au Québec, on va vous faire rayonner, on va parler de vous. Je vous le promets, on va parler de vous, Investissement Québec, mais aussi, vous allez donner l'exemple. Et votre voisin va acheter plus au Québec, puis son voisin va acheter plus au Québec. Et éventuellement, si chaque entreprise du Québec achète plus au Québec, vous allez vendre plus au Québec. Et en plus, comme je le disais tantôt, on va augmenter la compétitivité, la productivité de nos entreprises. On va faire grossir nos entreprises et ils vont vendre plus ailleurs aussi. Et ça, c'est super important parce que pour l'économie du Québec, on a vraiment des belles entreprises qui méritent d'être connues ailleurs. Et toutes nos équipes d'investissement Québec international travaillent étroitement avec nous, justement, parce qu'il y a beaucoup de projets d'achat local qui amènent à de l'exportation. Donc, acheter québécois, c'est bon pour les entreprises ici, c'est bon pour les acheteurs, c'est bon pour les vendeurs, c'est bon pour l'exportation, c'est bon pour nos employés qui vont avoir des meilleurs emplois, ça va stimuler l'automatisation des entreprises, la productivité, la compétitivité. Donc, c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Et c'est un projet qu'on veut mobilisateur pour non seulement résoudre la crise à court terme, mais vraiment faire une empreinte économique forte et faire une différence sur le long terme. Donc, on va passer à la période d'échange de discussion. L'idée, j'espère que je suis encore dans mon temps, c'est pas trop pire. Donc, j'ai mis des questions comme ça. Y a-t-il des barrières à l'achat québécois dans votre entreprise, dans votre région? Y a-t-il des opportunités aussi? Y a-t-il des enjeux particuliers? C'est vraiment une discussion assez ouverte sur le sujet. Vous avez des questions aussi sur qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait? Il n'y a pas de problème, on va répondre. Et donc, je vais laisser la parole. Et on va vous envoyer après la rencontre. Annie va faire le suivi avec Annie, ma collègue des communications qui est dans la rencontre aujourd'hui, va faire le suivi avec Alexandra pour vous envoyer un document résumé. C'est un petit document de 5 pages qui comprend un peu un résumé de ce qu'on a parlé ce matin, mais aussi qui vous donne une liste d'à peu près 10-15 questions que vous pouvez vous poser sur comment revoir votre chaîne d'approvisionnement vers le Québec. Donc, toutes des questions que vous pouvez amener dans votre réflexion, mais aussi, on va répondre à d'autres questions que vous pouvez vous poser. Donc, la première, c'est des questions à vous poser. La deuxième, c'est des questions que vous vous posez, qu'on peut peut-être amener des réponses. Donc, on va vous envoyer le document après la rencontre via l'entremise de la Chambre et vous allez pouvoir, vous allez avoir mes coordonnées aussi. Ça fait que s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez contacter Yannick au bureau régional, mais aussi me contacter personnellement. Ça va me faire plaisir. Alors, je reviens à l'écran, ne faites pas de saut. Donc, ça, j'enlève ça. Qu'est-ce que je fais pour enlever ça? Oups, non, c'est pas bonne affaire. Pas tout. Non, ça, je vais ça, j'enlève ça. Oups, stop share. Bon. OK, je reviens. Merci, désolé. On est toujours en Teams. J'ai perdu le beat du Zoom. Alors, Alexandra, je te laisse la suite des choses. Je vais prendre le relais. En fait, je voudrais vous remercier. Sandra, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais vous remercier pour cette belle présentation. Puis merci aussi de prendre ce projet-là puis de le porter.
Je pense que c'est important pour le Québec. Puis vraiment heureuse que vous soyez notre porte-parole pour ce projet-là. Merci. Entre Drouin, je vous dis merci, Sandra. Alors, ça serait rendu à la période d'échange de questions. Alexandra, je pense qu'on avait des questions qui sont rentrées dans le chat. Est-ce que tu veux que je lise les questions? Est-ce que c'est toi qui lis les Tu questions? peux les lire, Sandra, sans problème. Parfait. Donc, on a des remerciements pour l'engagement en temps personnel et envers IQ. Donc, merci. La question est de Hubert Rioux. Y a-t-il des ancrages statistiques, des cibles sectorielles à peu près claires à partir desquelles vous allez travailler pour chacun de vos secteurs prioritaires? Exemple, quel pourcentage de la production est actuellement délocalisé? Quelle part des intrants est importée? Quel pourcentage de la production vise-t-on à relocaliser et quelle part des importations vise-t-on à substituer à moyen long terme, etc. Merci. Je pourrais revenir dans la question. Il y a plusieurs points, mais bon. Je vous laisse y aller. Écoutez, j'ai l'impression d'entendre ma vice-présidente principale avec les KPI qu'on a mis sur les mesures de performance sur l'initiative. Écoutez, il y a différents éléments par rapport à votre question. Le premier volet, oui, il y a des belles études qui ont été faites, entre autres, la firme Deloitte a fait en 2018 et une mise à jour en 2020, une grosse étude sur les opportunités sectorielles, là, vraiment très pointues sur des catégories de produits avec des mesures au niveau des importations et tout ça. Donc, c'est une base de référence importante pour nous autres. Nos collègues aussi, donc, on collabore beaucoup avec l'équipe de développement là, du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et eux aussi, là, on travaille ensemble, on a fait de l'analyse sectorielle, on a sorti des données intéressantes. Je vous dirais que ça, c'est un premier volet. Mais depuis les dernières semaines, avec tout ce qui se passe dans la chaîne d'approvisionnement, c'est comme si là, le feu est pogné partout. Puis là, il y a des opportunités à plusieurs endroits. Puis je vous donne un exemple très concret de ça. 2 exemples. Le premier, j'ai eu un appel il y a 2 mois à peu près d'une entreprise qui est un acheteur important dans l'extrusion d'aluminium et dans la moyenne extrusion d'aluminium principalement. Et lui, la moyenne extrusion d'aluminium ne se fait pas au Québec. Il se fait beaucoup de petites extrusions. Il y a quelques grands fournisseurs, mais il n'y a pas de moyenne et grande extrusion. Donc, c'est tout à l'import qui vient des États-Unis. Avec la relance aux États-Unis et le Buy American, les usines d'extrusion sont pleines partout en Amérique du Nord. Et il y a de la misère à s'approvisionner, donc ça ralentit sa production. Et il lance un appel comme ça. Y a-t-il moyen de nous aider au niveau de l'extrusion d'aluminium au Québec? Donc, ce n'est pas quelque chose qui était sur notre radar, mais qui l'est devenu. Et c'est en train de devenir un très beau projet sectoriel parce que le problème que cet entrepreneur-là a se reflète dans beaucoup d'autres entreprises. Donc, on est en train de travailler avec ALU Québec, l'organisme sectoriel, et avec des entreprises d'extrusion au Québec présentement pour voir comment on peut augmenter la capacité de production d'extrusion, mais aussi comment amener la fabrication de grandes extrusions, moyennes et grandes extrusions au Québec. Ça, c'est un premier exemple. L'autre exemple que je vais vous donner, qui est comme arrivé de nulle part, qu'on n'avait pas vu dans nos analyses, c'est le secteur du plastique polymère. Donc, j'ai eu des discussions avec les gens du plastique polymère, on a discuté, on a échangé, et on a fait une rencontre de travail avec des entreprises fournisseurs de plastique, mais aussi des clients, des gros acheteurs de plastique polymère. Et là, présentement, la chaîne est tellement débarquée dans le plastique par toute l'importation d'Asie. J'ai un fournisseur la semaine passée là, qui me disait, un fabricant qui me disait qu'il y avait 10 containers sur le quai en Chine qui attendaient, malheureusement, qui ne sont pas encore partis, qui devaient être partis il y a 2 semaines, et que lui, sa production est acidulée. 1, ça lui coûte de l'argent à tous les jours, puis 2, il a été obligé de fermer une ligne de montage. Fait que donc, le plastique, présentement, est un gros enjeu. Au Québec, l'industrie du plastique polymère, il y a eu beaucoup d'automatisation, de modernisation des usines, de certaines usines. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très compétitifs. Donc, ils sont capables de compétitionner au niveau du prix de fabrication avec l'Asie. Et là, il y a une belle opportunité. Le gros enjeu, la barrière présentement, c'est le coût des moules. Parce qu'il y en a qui me disent, moi, je suis intéressé. J'ai parlé d'une entreprise hier de la Rive-Nord qui me dit, moi, j'ai intéressé. J'ai 20 millions d'importations de plastique que je fais présentement d'Asie et j'ai 3 millions de dollars de moules. Fait que si je veux ramener ça, je ne peux pas faire avancer les fonds pour 3 millions de dollars au niveau des moules. Est-ce que Investissement Québec peut nous aider? Oui, on va l'aider. On est en train de bâtir un projet. Mais là, ça, j'ai 10 entreprises présentement dans le plastique qui ont le même problème. Donc, des gens qui achètent beaucoup de plastique qui ont le même problème et des fournisseurs québécois qui sont ouverts à leur vendre à des très bons prix, mais il y a le coût des moules. Donc, on est en train de mettre un projet sur pied. Fait que oui, il y a des éléments sectoriels qu'on a vus, mais il y a plein d'opportunités présentement là, qui relèvent à la surface compte tenu des enjeux qu'on vit présentement. Fait qu'on essaye d'être le plus large possible et d'adresser les bons enjeux.
Merci beaucoup pour la réponse. On a Patrick Garzani qui a la main levée depuis un petit bout, puis après ça, on a une question aussi de Christian Baudouin. Monsieur Garzani? Oui, bonjour. Bonjour. Je vais jouer un peu au mouton noir, OK? Pas de problème. Je les prends, les blancs, les noirs, les gris aussi. C'est bon. Je place le contexte. Pénurie de main-d'œuvre, on le vit tous, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans, ce qui veut dire que malheureusement, dans ce contexte-là, on a une hausse des salaires qui se fait d'année en année parce qu'on a besoin de retenir notre monde et que les salaires sont à la hausse. Mm-hmm. On est dans un contexte de marché qui est B2G, mais à l'export. On a une concurrence qui est internationale. Donc, c'est des entreprises, nos concurrents sont des entreprises qui viennent un petit peu partout dans le monde et qui, eux, s'approvisionnent un petit peu partout dans le monde, incluant sur des marchés qui subventionnent fortement leurs industries. On est dans un marché, donc, étant donné que c'est B2G, c'est beaucoup d'appels d'offres où le prix le plus bas, donc le plus bas soumissionnaire, l'emporte. Malheureusement, c'est encore comme ça, même chez nous. Donc, mes prix de vente sont plafonnés. Je n'ai pas d'autre choix que d'agir sur mes coûts. Parce que sinon, je veux dire, entre l'augmentation de mes coûts de production, les salaires, etc., je n'ai pas le choix d'agir sur la réduction de mes coûts. Comment je fais pour réduire mes coûts et justifier l'achat local? Puis quand je parle d'achat local, évidemment, je parle d'achat stratégique. Je ne parle pas du papier toilette et de l'eau, etc. Ça, c'est réglé. Mais comment je fais pour justifier l'achat stratégique local dans un contexte comme celui-ci où je compétitionne contre des compagnies qui sont installées un peu partout? Est-ce que je peux, merci M. Gazé, une très bonne question. Est-ce que je peux juste savoir dans quel domaine vous êtes, juste pour… Fabrication de structures industrielles en aluminium. OK. C'est un bel élément. Je parle beaucoup d'aluminium ces temps-ci, entre autres avec les gens du secteur. Donc, il y a des belles opportunités. Puis j'en parle beaucoup avec le gouvernement. Vous avez raison. Dans les achats gouvernementaux, parler du plus bas soumissionnaire conforme, là, on travaille étroitement avec mes collègues du MEI là, à essayer de voir les opportunités d'ouverture du Conseil du Trésor pour, dans la notion de conforme, amener un peu plus de latitude sur des spécifications des fois un peu différentes. Et entre autres, au niveau, on ne peut pas favoriser directement l'achat québécois, mais il y a des éléments de critères comme au niveau d'énergie verte, au niveau de développement durable, qui peuvent être mis en ligne de compte pour aider nos fournisseurs québécois là-dedans, qui peuvent indirectement les aider. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder. C'est une grosse machine à faire bouger. Et bien entendu, l'objectif du gouvernement, c'est de travailler en fonction des budgets qu'ils ont mis, de l'argent disponible. Puis un des enjeux de l'aluminium, entre autres au niveau des structures, parce qu'on en a parlé beaucoup pour les ponts et passerelles, avec les gens de Québec et le gouvernement, c'est que le coût d'acquisition est plus élevé, le coût d'utilisation à long terme est moins élevé. Mais dans le gouvernement, présentement, le coût d'utilisation, on n'a pas réussi à leur faire accepter de rentrer le coût d'utilisation de produits. Fait que le cycle de vie du produit Fait que c'est des choses, je comprends que la situation est complexe. Écoutez, je n'ai pas de réponse facile à donner à une question de ce niveau-là, mais je pense que vous avez raison. La pénurie de main-d'œuvre, elle affecte tout le monde de différentes façons. Moi, comme je disais tantôt, je pense qu'il y a un travail de productivité qui peut être fait. Il y a un programme d'automatisation, de robotisation qui, en partant, peut regarder. Je ne sais pas si ça concerne directement votre industrie. On peut le regarder, nous, avec vous, puis vous accompagner là-dedans. Puis écoutez, on ne les gagnera pas toutes les batailles. Je ne suis pas ici vous dire qu'on va tout ramener la production au Québec puis qu'on va gagner dans tout. Il y a différentes problématiques. Mais si moi, je suis intéressé à aller vous voir puis à aller regarder avec vous, puis avec nos équipes, puis à regarder comment on peut vous aider. Et même au niveau du B2G québécois, si je peux vous aider là-dedans, ça va me faire plaisir de le faire. Je vous le dis, nos gens du ministère de l'Économie et de l'Innovation veulent travailler fort. Encore là, c'est des fois des batailles complexes à gérer à l'interne, mais si on peut, des fois, au niveau de projets pilotes, au niveau de différents projets, faire passer des choses. Puis des fois, je vous donne juste un exemple qu'on a vécu dernièrement au niveau du B2G, qui inclut le côté municipal. On a découvert que dans toutes il y a une problématique de réglementation là, que j'ai moi-même de la misère à comprendre tellement c'est complexe, mais qui fait qu'il y a des municipalités au Québec qui se disent, bien, écoutez, on ne parle pas aux fournisseurs pour être sûr que… Si on parle à un fournisseur, je suis obligé de l'exclure de l'appel d'offres. Donc, toute l'innovation, on a un gros défi au niveau du gouvernement, puis je dis gouvernement est un grand G, que ce soit municipal ou provincial, d'intégration de l'innovation, parce que l'innovation, on ne peut pas l'avoir, parce que si on la voit, on ne peut pas l'intégrer dans les appels d'offres, puis là, on tourne dans une espèce de cercle vicieux comme ça. Donc, tout l'aspect d'innovation, on travaille présentement. C'est un des dossiers que le Conseil du Trésor
a comme réalisé qu'il y avait un enjeu. Donc, on travaille maintenant pour trouver des façons, au niveau de la réglementation, de pouvoir avoir accès à l'innovation. Donc, il y a un projet pilote au niveau du ministère de la Santé. Il y a un bureau d'innovation qui a été mis en place. On regarde différentes choses pour être capable. Fait que c'est une grosse machine complexe. Je comprends votre problématique. Malheureusement, je n'ai pas de réponse, mais je m'engage à aller vous voir. J'ai hâte de voir des entreprises. Je vois que vous êtes dans votre bureau, là, fait que Oui. ça va me faire plaisir si vous m'invitez, M. Gazzani, d'aller vous rencontrer. Puis on en parlera avec mes collègues aussi là, du bureau de la région, puis on essaiera, dans le maximum qu'on peut faire, de vous aider. Merci beaucoup. J'ai passé avec la question avec M. Christian Baudouin, puis ensuite M. Luc Poirier a également la main levée. Donc, pour une compagnie qui désirait passer de la distribution à la fabrication, existe-t-il un mentorat ou une mise en relation avec des potentiels fabricants d'équipements? Oui, effectivement, on peut vous aider là-dessus. Donc, autant au niveau d'investissement Québec-Cric, on peut vous faire un accompagnement pour toute l'organisation de votre plan de fabrication. À travers ça, on peut vous mettre en référence aussi à des organismes comme le réseau des entreprises en automatisation du Québec, STIC aussi au niveau de la sous-traitance industrielle. Donc, eux aussi ont un réseau donc, on peut travailler avec vous et vous mettre en contact avec les fournisseurs. Là. Puis nos experts du CRIC sont des gens qui sont neutres et objectifs, donc eux, ils n'ont pas de parti pris par rapport à des fournisseurs, mais ils vont vous mettre en contact avec un réseau et être capable de vous diriger vers souvent 3-4 entreprises au Québec qui peuvent vous aider, mais en partant, ils peuvent vous aider déjà dans l'accompagnement technologique de l'implantation de votre nouvelle industrie. Et si vous me parlez de distributeurs à fabrication, comme je disais tantôt, le gouvernement est très ouvert à aider justement de la diminution d'importation. Donc, dans des projets comme ça, où on parle de création d'emplois, on parle d'investissement économique durable, et on est en train de regarder dans l'évaluation des projets. L'évaluation des projets est souvent basée beaucoup sur le retombée fiscale, donc les impôts, les salaires, les taxes, donc tout le code fiscal, mais on est en train de regarder avec le gouvernement pour intégrer dans l'analyse des projets aussi la retombée de gains sur la balance commerciale. Donc, la diminution des importations et la possible augmentation des exportations comme une autre mesure d'évaluation de projet. Là, on travaille là-dessus cet automne. Alors, dans un projet comme le vôtre, c'est certainement favorable. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Luc Poirier. Oui, bonjour. Félicitations, M. Drouin. Bonjour. Très belle présentation. Merci. Lumen, nous sommes un distributeur de matériel électrique dans tous les marchés résidentiels, institutionnels, industriels. Donc, on a des fournisseurs qui, justement, vous parliez tantôt de problèmes d'approvisionnement. On le vit à 2000%. Et puis, quand on parle de proportion d'achat local ou de proportion, de pourcentage de produits locaux dans un produit fini, je parle surtout dans le contexte manufacturier, qui était un de vos points tantôt, oui. C'est qu'on part de la matière première. Matière première, transformation, produit fini, marketing, etc., commercialisation, distribution jusqu'à l'acheteur final. Une chose là-dedans, c'est que si nous, on a fait l'exercice à l'interne chez nous de regarder à peu près combien qu'on utilisait de fournisseurs québécois. Puis à l'intérieur de ces fournisseurs-là, on leur a demandé c'est quoi votre pourcentage des X exemples. Yeah. Une des choses qui était dans l'approvisionnement, c'est justement les problématiques de matières premières qui, principalement, ne sont pas locales, majoritairement au Québec. Donc, il y a un enjeu là-dessus. Puis, un des points aussi qu'on a eu souvent ces discussions-là, c'est êtes-vous à l'affût que vous parliez tantôt du calculateur de pourcentage de local, de quelle façon vous le calculez? Puis deuxièmement, c'est que nous, on pense que la seule façon qu'on peut motiver ou accélérer le processus d'achat local, c'est à travers des normes environnementales qui vont être sur des produits, vous en avez parlé tantôt. Moi, une question, c'est est-ce que vous êtes à l'affût qu'il y aurait des discussions de normes internationales, de calcul d'impact environnemental sur des importations de produits? Puis ça reviendrait à, si on a des appels d'offres, que ce soit local, national ou international. Exemple, je fais souvent l'analogie du ISO. Oui, exact. Plein de soumissions qui sont est-ce que vous êtes ISO 9000, ISO 14000, etc. Tout ça. Est-ce que vous êtes à l'affût qu'il y a quelque chose internationalement? Il y a des accords de Paris pour l'environnement, tout ça, mais au niveau manufacturier, y a-t-il des choses qui
qu'il y aurait des normes où est-ce que le soumissionnaire doit être dans des quotas de, par exemple, des GES, des choses comme ça. Oui. Écoutez, deux choses. Premièrement, le calculateur qu'on a, ce n'est pas pour calculer le contenu, mais c'est vraiment pour calculer le coût d'un produit importé. Donc, c'est vraiment faire le parallèle avec tous les éléments de coût. Je me suis pris une note là, de vous l'envoyer personnellement, même en test, si vous voulez le tester dans votre entreprise. Oui. Je cherchais des cobayes, fait que je vous l'enverrai après la rencontre. Fait que vous pourrez le partager avec vos gens d'approvisionnement et me donner du feedback. On est en version bêta là, pour les 2 prochaines semaines. En Europe, présentement, il y a beaucoup de mesures implantées dans l'euro d'environnement au niveau des achats publics et même au niveau des achats des grands donneurs d'ordre. Donc, le Québec, présentement, est en train d'essayer de voir comment on peut s'inspirer de l'Europe pour intégrer ça même dans nos propres achats publics et même au niveau des grands donneurs d'ordre. Est-ce qu'il y a une espèce de tendance mondiale actuellement? Elle n'est pas annoncée, mais je peux vous dire qu'elle est certainement latente parce qu'avec tout ce qui se passe présentement, ça va devenir un des critères. Et l'Europe fait preuve de leadership présentement au niveau de tout. J'ai vu ce qui se fait en Hollande, entre autres. Là, c'est incroyable, tous les critères de développement durable qu'ils mettent. Puis là, ben, c'est des critères qui sont intégrés dans l'évaluation de coûts puis dans tout ça, mais qui sont pondérés de façon très intéressante. Fait qu'actuellement, il ne l'a pas. Puis on essaie, nous, en tout cas, ce qu'on travaille avec le gouvernement du Québec, c'est vraiment de commencer, puis il y a des comités qui sont en place actuellement là, pour rapidement, on ne parle pas d'une affaire de 5 ans, là, commencer à intégrer des critères de développement durable. Le gros défi à travers ça, c'est un défi d'éducation et de formation. Parce que c'est bien beau de dire à un acheteur demain matin, qu'il soit dans une grande entreprise, dans un grand donneur d'ordre ou dans un gouvernement, dans la fonction publique, de dire, écoute, maintenant, tu vas intégrer des critères de développement durable. Ça prend une formation sur les critères, sur la pondération des critères, sur l'évaluation des critères, puis l'intégration dans les appels d'offres. Puis là, après ça va par secteur, par catégorie. Il y a un gros travail qui doit se faire. Il y a beaucoup de balises en place. Il y a un comité là, sur lequel je siège à tous les vendredis là, de travail justement là-dessus. Mais c'est quelque chose qui va prendre quand même, je vous dirais, facilement là, avant que ça s'implante de façon structurée, probablement encore une bonne grosse année et demie là, avant de voir des choses paraître à l'horizon. Mais la volonté est là, en tout cas, au niveau du gouvernement du Québec, d'intégrer des critères de ce niveau-là. Puis les grands donneurs d'ordre, de plus en plus, hein, je parlais des gens de Cascade, entre autres, dernièrement, ils ont intégré une entreprise là, qui fait de la certification en développement durable de leurs fournisseurs. Donc, il y a des cotes, tu dois rencontrer une cote minimum. Les grands donneurs d'ordre commencent de plus en plus à le faire. Moi, je vous dirais que la tendance est latente, mais l'attente en accéléré parce que on le voit là, de plus en plus. Puis relié à tous les enjeux de chaîne d'approvisionnement qu'on voit actuellement, je pense que les deux vont se relier un dans l'autre. Merci. Merci. Vous m'enverrez votre courriel, monsieur Poirier. Je vous enverrai le calculateur. Excellent. Ça fait plaisir, merci. Merci beaucoup. J'ai laissé le mot de la fin à Alexandra, mais avant de quitter, il y a M. Rioux qui a partagé un lien intéressant quant à votre réponse là, que vous lui avez donnée. Si les participants veulent aller voir et cliquer sur le lien. Et je vais laisser la parole à Alexandra pour le petit mot de la fin. Merci beaucoup aux participants. Merci beaucoup, M. Drouin. Ben, écoutez, justement, Alexandra, dans le mot de la fin, moi, je vous remercie juste d'être là. Ça démontre votre leadership. Comme M. Poirier, vous avez probablement de la gestion de crise d'approvisionnement. Ça démontre aussi que vous cherchez peut-être une solution aujourd'hui. J'espère qu'on va être capable de vous aider dans cette gestion de crise-là. Mais je pense qu'au-delà de la crise, il y a vraiment une opportunité qui est impressionnante. Moi, je vous invite à me contacter, à nous contacter pour vous aider. On va prendre le temps de le faire. Tout ce que j'ai mis en place depuis tantôt, c'est vraiment un engagement qu'on a et que moi, c'est une mission personnelle à travers Investissement Québec que j'ai là-dedans, mais toute l'équipe, on partage ça. J'ai partagé ça à tous nos gens de nos lignes d'affaires à travers le Québec dans les dernières semaines et tout le monde est aussi engagé et passionné que moi. Fait que non seulement je leur ai transmis la mission d'être des bons ambassadeurs de l'achat québécois, mais je vous le transmets aussi, ce rôle-là d'ambassadeur, parce que comme je disais, tous ensemble, on va faire une différence. Alors, merci à la Chambre, vraiment, puis à la Fabrique industrielle. Bravo. Bravo d'être les premiers. Et j'espère que vous allez en motiver. On prévoit faire une grande tournée cet automne. Alors, j'espère que vous allez en motiver d'autres à nous recevoir. Merci beaucoup, Alexandra et Sandra. C'était un grand plaisir. Bien, merci à vous. Merci à M. Bélanger, Investissement Québec. C'était vraiment intéressant. Surtout, moi, la portion échange, je trouve que c'est intéressant de vous entendre, les gestionnaires, les entrepreneurs. Donc, merci également à Sandra d'avoir amené cette fabrique-là, comme tu sais si bien le faire.
De notre côté, à la CCTB, avec le réseau industriel, c'est certain qu'on va continuer à rassembler le secteur manufacturier. On va lancer une belle programmation. Là. Je vous invite à rester à l'affût des prochaines communications. On a des prochaines fabriques industrielles qui s'en viennent à l'automne sur notamment la responsabilité sociale en entreprise, la mobilisation des employés en secteur manufacturier. Donc, comme Sandra disait aussi, on a une belle campagne de valorisation qui s'en vient, des visites industrielles. Bref, on va continuer de mobiliser le secteur, c'est certain. Donc, j'espère que vous avez apprécié votre heure avec nous. Ça fut un plaisir d'échanger, de vous entendre. Donc, n'hésitez surtout pas à communiquer avec moi. Là, je suis là pour ça. Donc, vous savez, à la Chambre de commerce, on est là, nous, pour évoluer, connecter, s'informer et se mobiliser ensemble. Donc, n'hésitez pas. Donc, encore une fois, merci M. Drouin, M. Bélanger, Sandra. Je vous souhaite une belle journée et passez un bel été.